L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin en ce dernier jour de la semaine. Rassurez-vous pour Taxi Média Show seulement. Avec les confrères tout à l'heure, nous reviendrons sur certains sujets traités dans la presse papier dans ce pays. Taxi Média Show, aujourd'hui, c'est vendredi 12 juillet 2019. Il est 7h, presque 8 minutes à Paris. 9h, 8 minutes à Paris où séjourne le Premier ministre. Comme ici, l'homme classe depuis quelques jours, il est 7h, presque 8 minutes. À Lomé, merci de nous suivre religieusement. Taxi Média Show, le 7h, Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 2 rédactions seulement à visiter ce matin. Le bi-hebdomadaire L'Alternative et le bimensuel Économie et Développement. Ce sera avec Joseph Gada. À suivre aussi la page des sports. Ce sera avec Hugues Vignon à Tikbo, HVA. On reviendra notamment sur les quarts de finale disputés ces derniers jours avec l'élimination des écureuils du Bénin, des éléphants de la Côte d'Ivoire hier in extremis et surtout de la vaillante équipe malgache qui est tombée les arbres à la main devant la belle équipe tunisienne. On en parlera tout à l'heure. Taxi Média Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Liberté. Le confrère qui revient sur l'affaire Kamès et le blackout à Lomé. La promotion du vice et de l'impunité, écrit ce matin le quotidien Liberté. Vous lirez l'article à la page 3. Rapport d'Oxfam sur la crise des inégalités en Afrique de l'Ouest. Une minorité croissante de plus en plus riche. La majorité de la population privée de tout. Révèle donc ce rapport de l'ONG Oxfam. Vous lirez donc ce rapport à la page 3 ainsi qu'à la page 6 du journal. Un mort enregistré hier dans un nouveau braquage à Bomé, écrit notre confrère, puis un recadrage des tranches de consommation en vue à la TDE. Vous lirez tous ces sujets dans le quotidien Liberté. Le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui revient sur les élections locales. Après les locales, l'opposition se tourne vers 2020 avec appréhension. Les détails, c'est à lire à la page 3. Un mot sur la diplomatie et intégration sous-régionale. Sommet de l'UEMOA, le chef de l'État Faure Gnassingbé, attendu à Abidjan ce vendredi. Le confrère revient donc sur le sujet. Et puis fixation sur Faure Gnassingbé. Gilbert Bawara y voit une forme d'indigence de la part des opposants. L'actualité à l'étranger avec la coopération France-Afrique. Le Béninois Wilfried Loriano de Rego, nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Vous lirez donc l'article dans le journal et puis Guinée équatoriale, une section UNIR installée de ce côté. Et notre première rédaction, c'est celle de journal Économie et Développement. Et nous avons avec nous au téléphone Joseph Gada, le patron de ce journal. Joseph, bonjour. Bonjour Eric et bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de la TFM. Merci d'être avec nous à ce matin à l'antenne. Vous vous intéressez d'abord à la fonction publique, Joseph. Alors, les services publics au Togo, on va dire, continuent de souffrir, surtout des abandons de postes sous la coupole des congés et des mises en disponibilité. Oui, depuis un certain moment, c'est ce que nous avons constaté. Nous avons été informés que quand vous allez dans l'administration aujourd'hui, il y a tellement de postes vides, que vous ne pouvez pas imaginer que des gens travaillent, il y a des gens font plus de 3 fois, 4 fois le travail de ceux qui sont absents. Malheureusement, il n'y a pas de recrutement, ces personnes ne sont pas remplacées. Et nous sommes approchés pour faire quelques investigations, savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'administration. Alors, aujourd'hui, quand vous demandez au ministre de la fonction publique quel est l'effectif exact des fonctionnaires togolais, c'est très difficile de l'avoir. Parce que le dernier en date, depuis 2011, avec 50 400
approximativement de fonctionnaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile de savoir ceux qui sont effectivement, ou bien ceux qui travaillent effectivement dans l'administration togolaise. Pire encore, il y a un système qui intervient depuis 2010 dans l'administration togolaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est constaté que beaucoup voyagent, beaucoup de cadres togolais voyagent et sont à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent derrière ce que nous avons écrit dans le titre. Le cas derrière cette histoire de demander des congés médicaux ou bien des mises en disponibilité. Alors, quand ils voyagent, qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver du boulot, ou bien ils travaillent de l'autre côté, ils sont payés de l'autre côté, et ils ne reviennent pas pour signifier à l'administration publique ici qu'ils ne sont plus dans l'administration. Malheureusement, normalement, quand vous demandez des mises en disponibilité, vous n'avez plus votre salaire, mais peut-être quelques indemnités ou bien quelques allocations. Mais le constat ici, c'est que les gens voyagent et pourtant, leur salaire est encore garanti. Alors, c'est là où il y a le bémol. On se pose la question de savoir comment est-ce que les gens peuvent continuer toujours pas profiter de l'État et manger dans le budget de l'État alors que vous ne travaillez plus au pays. Nous avons eu des cas qui sont avérés. Et des gens, par exemple, qui sont allés en congé médical depuis plus de un an et demi, ne sont plus revenus. Et pourtant, ils sont en Belgique, par exemple, ils travaillent, ils sont payés, ils ont des allocations sociales, ils sont payés très bien. Et pourtant, leur compte sont toujours gardés à Lomé ici. Donc, je pense que le gouvernement doit réfléchir rapidement pour pouvoir déceler ce réseau. Nous sommes rentrés dedans et je ne peux pas vous dire, c'est vraiment bizarre, mais c'est un nombre important de Togolais, de cas de Togolais qui sont quand même à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en France, et qui travaillent là-bas, et malheureusement, les postes sont abandonnés. Au moment où des jeunes sont là, des jeunes cherchent du travail, parce que le gouvernement doit, comme le gouvernement doit commencer par réfléchir pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Surtout que le taux de chômage aujourd'hui est créé au Togo. Donc, c'est très important parce que nous avons aussi constaté que lorsque les gens partent, on a l'impression qu'il y a une complicité. Il y a une complicité entre le trésor public et ces gens. Parce que normalement que quand un Togolais ou bien quand un fonctionnaire quitte la fonction publique, et automatiquement, je pense que chaque demande doit être quand même envoyée au trésor public. Alors, comment se fait que ces gens-là, les gens continuent par percevoir leur salaire comme ils travaillent au Togo? Donc, je pense que c'est important. C'est vrai qu'entre-temps, en janvier ou bien en début d'année, le gouvernement avait procédé à un recensement biométrique quand même des agents de la fonction publique. Jusqu'à présent, on n'a pas encore les résultats. Mais je pense que nous voulons tirer sur la sonnette d'alarme au gouvernement pour lui dire attention, de faire vraiment attention et que des gens ne continuent pas à émailler sur le dos des pauvres populations. Ce n'est pas normal. Je pense que ce serait très vite que nous ayons les résultats de ce recensement. Alors, on ne continue toujours pas à investiguer. D'accord. Et nous allons voir dans les prochains jours ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut commencer par dénoncer les gens. Parce que nous avons compris que ce n'est pas bien, c'est de la malhonnêteté. Oui. Et il faut commencer par dénoncer les gens pour que le ministre des Finances puisse quand même se servir de ce dossier. D'accord, très bien. Mais écoutez, on a compris, mais on lira votre article à la page 5, c'est dans votre journal Économie et Développement. Vous vous intéressez également à la question de la sécurité et surtout de l'insécurité qui règne dans notre pays. Alors, cette question, Joseph, les banques doivent-elles assurer la sécurité des clients qui font des retraits importants aujourd'hui? Ah, ben, c'est la question que nous sommes posée aujourd'hui. Bien sûr. Parce que, vous savez, le Togo aujourd'hui fait partie, je ne vais pas le dire, vers les premiers pays, au moins au cours de ce premier trimestre, à être le domaine des brasseurs, ou un pays où les brasseurs font de bonnes
bonnes récoltes ou bien de bonnes boissons, si vous voulez, si vous voulez que je le dise comme ça. Allez-y. 142 millions ont été ont disparu comme ça dans la nature facilement sans que les responsables, les victimes qui pleurent au jour le jour, qui se démènent au jour le jour, je vais parler de nos opérateurs économiques qui travaillent dans ce pays, et que vous allez juste faire une opération à la banque, vous sortez en espace de 30 minutes, on vous braque, puis bon, on apporte l'argent, on ne prend même pas les gens sont là. Donc c'est un peu compliqué, du moment où depuis un certain moment, le gouvernement même se porte quand même comme ce pèlerin pour pouvoir appeler l'aide des investisseurs étrangers pour investir au Togo. Donc j'ai dit, c'est un peu c'est là le paradoxe, parce que les gens jusqu'à présent n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe durant ces 6 mois, que des tracteurs qui circulent, surtout à visage découvert, vous braquez des gens, vous leur retirez de l'argent, on ne peut pas vous poursuivre. Donc c'est un peu compliqué cette histoire. Parce que, comme je l'ai dit, au moment où nous cherchons de l'argent, au moment où le gouvernement mobilise de l'argent, aujourd'hui plus de 3 000 milliards avec le PND, surtout nous du secteur privé, au moment où nous demandons aux investisseurs de devenir, comme je l'avais dit, je pense que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que les nationaux, nous-mêmes qui sommes les nationaux, nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Il ne peut pas être des étrangers qui vont arriver, qui seront en sécurité. Vraiment, j'ai dit c'est un peu compliqué parce que jusqu'à présent, au moins si un braqueur a été quand même appréhendé, on saura quand même que bon, au moins il y a des efforts qui se font. La fois dernière, le ministre de la Sécurité, quand il présentait le bilan des 6 mois, oui, avait même suggéré que les banques quand même puissent quand même appeler les forces de sécurité à accompagner ceux qui viennent faire les opérations importantes dans les banques. Alors, vous n'avez pas savoir que le Togo dispose de 13 banques commerciales. Alors, chaque heure, il y a 200 personnes, 300 personnes qui font les grandes opérations dans les banques. Est-ce que à chaque client, il faut déléguer un militaire, je ne sais pas, ou bien une force de sécurité? Si c'est en 1 heure, si c'est en 2 heures, si c'est en 3 heures, si c'est en 4 heures, si c'est en 5 heures de temps, et il y a plus de 500 personnes, 600 personnes qui font des actes, qui font des opérations importantes, je pense que finalement les forces de sécurité ne vont plus quand même nous servir de sécurité, mais plutôt servir de sécurité à ceux qui font quand même des opérations importantes. Donc, j'ai dit, c'est une voie parmi tant d'autres, mais je pense qu'il faut commencer par réfléchir. L'essentiel, c'est d'arriver quand même à démanteler ces réseaux pour que quand même nous puissions vivre en paix, parce que c'est un peu dommage qu'un opérateur aille à la banque et faire des opérations et qu'il soit quand même dépossédé de ces fonds. Donc moi, je ne continue pas à encourager le ministère de la Sécurité de passer par tous les moyens. C'est vrai que la population doit collaborer, mais qu'est-ce que la population peut faire quand on voit des gens qui tiennent des armes? Donc je pense qu'il faut qu'on encourage quand même le ministère de la Sécurité de faire tout pour pouvoir démanteler ces réseaux, pour que quand même un réseau économique nationaux puissent quand même vivre en paix, et que les étrangers qui viendraient aussi puissent quand même vivre en paix. D'accord, très bien, on a compris. Et d'ailleurs, hier, il y a eu un nouveau braquage, pas Lomé, mais à Vaughan, le confrère, je pense, atlantiqueinfo.com en a parlé hier, et relayé par beaucoup d'autres sites d'information, comme togobreakingnews.info, le confrère parle de ce nouveau drame qui s'est produit à Shenshen, un village de Kpomé qui se trouve sur la route Lomé-Vaughan. Les faits se sont déroulés entre 3h et 4h du matin. Et il y a eu des témoignages. Il y a eu un mort, d'ailleurs. Beaucoup en ont parlé aussi. Beaucoup de confrères en ont parlé ce matin. Il y a un témoin qui disait chez notre confrère atlantique.info, atlantiqueinfo.com, qui dit: les braqueurs ont barricadé la route avec un tronc d'arbre dans le virement après Shenshen. Le chauffeur est tombé dans ce guet-apens et a été froidement abattu par les malfrats. Donc on lirait de toute façon ce sujet sur le site
togobreakingnews.info ou atlanticeinfo.com et puis plus généralement sur dans votre journal économie et développement, puisque vous parlez de la question de l'insécurité au Togo. Merci beaucoup Joseph Gada. Merci Eric et merci également à tout le personnel de Radio Tati FM. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Dans le kiosque ce matin, on pourra aussi retrouver le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie. En matière de population, le Togo amorce une réelle transition démographique. On lira donc l'article dans le journal. Le constat, la prévalence contraceptive passe de 8% à 21,4% entre 1988 et 2017 et le ratio de mortalité maternelle diminue de 640 à 401 décès pour 100 000 naissances. Pas mal quand même. Écoutez, on lira l'article à la page 3 pour une meilleure compréhension. Toujours à cette même page, un autre sujet lié donc à la récrimination des populations affectées, souvent qui font l'objet de fortes discriminations, je veux dire. Les sociétés s'engagent pour la fermeture et réhabilitation de leurs sites miniers. Et puis, avant d'entamer leur premier exercice d'examen du budget de l'État, les députés apprennent le débat d'orientation budgétaire. Vous lirez l'article dans le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie. Sur le site togomedia24.com, il y a aussi notre sujet lié donc au sommet de l'UEMOA, qui se tiendra à partir de ce vendredi. Faure Gnassingbé est bien attendu dans la capitale ivoirienne à Abidjan. Le confrère en parle ce matin. Et puis Lomé qui accueille aussi à la prochaine conférence des avocats panafricains. Ça aura lieu du 17 au 20 juillet à Lomé. Et cette conférence est organisée en collaboration avec l'Ordre national des avocats du Togo et est placée sous le thème « La profession juridique en Afrique ». Cela, c'est à lire sur le site togomedia24.com. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a l'hebdomadaire Togo Réveil. Demain débute la lutte Evala dans la Kosa, écrit donc notre confrère. Retour sur l'origine et l'évolution de ce rite qui se prépare et mobilise des foules. C'est à lire donc à la page 4 du journal Togo Réveil. On en profite pour envoyer un coucou à notre cher grand citoyen d'État Germain Pouli. Autre sujet, projet régional de l'UPU sur le commerce électronique en Afrique. L'OTR accueille le 4e atelier francophone. Et puis le mouvement Touche pas à mon président s'installe à Baie. L'autre information à lire donc dans le journal. Et puis après sa victoire, UNIR invite les autres partis à une gouvernance inclusive des communes. Tout cela à découvrir dans l'hebdomadaire Togo Réveil. L'autre billet hebdomadaire dans le kiosque ce matin, c'est l'alternative. Et nous avons au téléphone le patron de ce journal, c'est Ferdinand Haïti. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Vincent Détail. Alors, merci d'être avec nous à l'antenne ce matin. Vous vous intéressez d'abord à la Caisse nationale de sécurité sociale, une dette de 154 milliards de francs CFA de l'État togolais envers la Caisse, ex-hôtel Tropicana, bourse du travail, ex-gendarmerie, sont en compensation finalement. Hein. Oui, il y a un dossier comme ça au niveau de la Caisse. Alors, racontez-nous tout. Quelques mois, comme j'étais prêt. Vous savez que la Caisse de sécurité sociale, c'est d'abord un établissement de droit privé, mais d'utilité publique. Et donc, c'est un établissement qui est dans la mission à la gestion des cotisations, à recouvrir les cotisations des sociales et puis à payer les prestations sociales. Alors, la Caisse, généralement, par les placements immobiliers, les placements des réserves sous plusieurs formes. Et cette institution brasse énormément de l'argent. Et vous savez que depuis la dernière période, il y a eu des polémiques, les médias qui ont dénoncé la gestion qui en a été faite par l'ancien directeur, M. Tagawala, qui a fait presque 20 ans à la tête de cette institution et qu'il avait presque transformé en une entreprise personnelle ou privée. Alors, depuis un certain temps, il y a des faits qui ont
attiré l'attention de notre population et qui nous ont poussé à mener une petite investigation autour de la gestion qui a été faite pendant les 20 dernières années. Et vous savez que depuis le départ de M. Sakangawala, cette question n'a pas été oubliée, mais on apprend des choses un peu le souffle. C'est dans ce sens qu'on a appris que l'État, en dehors de la gestion même de M. Sakangawala, l'État a prélevé de l'argent dans les caisses de la CNSS, dont je peux parler ici, jusqu'à hauteur de 254 milliards. C'est d'abord l'argent des travailleurs, et ces travailleurs-là devaient normalement en profiter de manière puissante. Mais on sait dans quel état les retraités, parfois, les populations sociales sont tuées. Et donc, l'État a prélevé cette somme-là durant plusieurs années dans les caisses de la CNSS, et jusqu'à hauteur de 254 milliards. Alors, c'est engagé des discussions depuis un certain temps entre l'État et la Caisse. Vous savez que la Caisse, généralement, elle est placée sous la tutelle de l'État, mais dans le conseil d'administration, vous avez le patronat et les syndicats les plus représentatifs des travailleurs. Alors, dans cette discussion-là, il s'agit principalement du remboursement de cette dette-là. Et donc, au terme des discussions, l'État n'a reconnu que 154 milliards. Les 100 milliards restants sont passés par perte et profit. Alors, maintenant, il faut payer les 154 milliards. L'État n'a pas d'argent. Et il a été décidé de retrocéder à la Caisse un certain nombre de sites qui se trouvent dans la capitale, notamment l'ancien site de l'hôtel Ghana, qui doit être une demeure de 20 hectares. Vous avez l'ancien site de Ghana, ça qui porte un peu vers l'hôtel Novelastar. Oui, bien sûr. Vous avez la bourse du travail, qui est généralement appelée la CNT, qui est aussi à la Caisse. Vous avez le site de la gendarmerie en face de la POAD, qui doit être aussi doit passer dans le patrimoine de la Caisse. Wow. Et puis vous avez la partie est de l'hôtel de la Paix, qui est constituée à la voie qui mène au château de Paix, qui doit aussi revenir à la Caisse. Alors, tous ces sites-là, bien évidemment, ne sont pas les 154 milliards. Il faut que les experts évaluent les montants, la valeur vraiment de ces sites-là pour les budgets de 154 milliards afin d'engager les procédures pour que ces sites rentrent dans le patrimoine de la Caisse. Alors, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est pas la reprotection des sites ou bien la compensation des sites à la Caisse, mais c'est à quoi on servi véritablement les 154 milliards. Pourquoi on a pris de l'argent des travailleurs? À quoi on servi ces fonds-là? Pourquoi il n'y a pas eu d'audit de la gestion précédente? Et donc, il faut des explications parce que on ne peut pas continuer comme ça à puiser de l'argent dans les caisses des sociétés, dans les caisses des institutions d'établissement. On ne sait pas à quoi ces fonds ont servi et après on essaie de rembourser par ces méthodes que nous venons de découvrir. Donc ce matin, on a mis un doigt sur ce dossier-là qui est en cours et les experts sont en train d'évaluer les sites. Et certains sites sont déjà des sites à problème. Par exemple, le site de l'ancien hôtel Ghana, sur lequel l'État veut concéder, faire une concession à des investisseurs pour construire un complexe hôtelier. L'État est en conflit avec les collectivités et ce conflit et ce litige est actuellement pendant devant les tribunaux à Lomé. Le site de la gendarmerie, vous savez que les populations de terre sont toujours là-bas des lieux pour les cultes de leurs ancêtres. Il y a des statues anthropomorphes constituées par l'ancêtre de la gendarmerie. Quant aux autres, il n'y a pas véritablement de problème. Donc, on est revenu sur cette gestion, la gestion précédente, et vous savez que la presse a énormément épinglé l'ancien directeur qui avait pris de l'argent de la Caisse pour créer une société privée immobilière qui s'appelait à l'époque Figim, dans laquelle on retrouvait presque certains barons, même les épouses des anciens ministres et tout. Et cette société n'a pas pu continuer dès qu'il a été débarqué de ce poste-là. Donc, il est important qu'on revienne vraiment sur la gestion qui a été faite pendant les 5 dernières années
demande pourquoi l'État a puisé dans les caisses de la CNSS plus de 34 milliards, alors que les fonctionnaires sont coûtés, ce pour qui la caisse existe sont dans des situations un peu. D'accord, mais c'est quand même curieux que l'État doit de l'argent à la caisse, la bagatelle somme de 154 milliards de francs CFA. En tout cas, les détails sur ce dossier, allez donc dans votre journal alternatif dans les caisses ce matin. Vous vous intéressez également à notre quartier, là où la radio émet, d'où elle émet. Agbalepédogan, toujours sous l'eau, Ferdinand. Et Fovi Katakou interpelle sur le calvaire des riverains. Oui, l'activiste Fovi Katakou ne baisse pas les bras. Son séjour à la gendarmerie, la dernière fois, l'a beaucoup donné de force. Et il continue ses actions de sensibilisation dans la ville de Lomé. Vous savez très bien que c'est une personne à mobilité réduite, mais dans les actions porte énormément, même si ces écrits ont été qualifiés d'écrits terroristes par quelqu'un. Et donc, Fovi Katakou était sur le site de Takalpedo, où les populations sont sous l'eau depuis plus de 3 mois. C'est ainsi que tout le monde voit, mais que personne ne dit rien. Lorsque vous prenez la route de la station d'Akalpedo en venant vers GTA, c'est le site qui est juste après les rails, où les gens se regroupent souvent dans un bar qu'on appelle le Fou pour acheter, je ne sais pas, les 50 présidents. Donc, à côté, il y a un lac qui s'est formé là-bas depuis 3 mois, et on voit que l'eau est devenue verdâtre, et cela pose un problème de santé publique. Les populations sont dans l'eau, les filles dans l'eau depuis des mois, et juste à côté de ce lac naturel qui s'est formé, qui a envahi les maisons, il y a la rétention d'eau, et personne ne comprend pourquoi depuis plusieurs mois, on n'a pas essayé d'ouvrir une voie pour que l'eau puisse rentrer dans la retenue d'eau et soulager les populations. Et donc, certaines personnes, les habitants de ce site-là, certains pour rentrer dans leur maison, ont improvisé, je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas une pirogue, mais ils ont improvisé quelque chose sur lequel ils ont fléché et ils récupèrent une corde pour pouvoir rentrer dans les maisons. Et donc, c'est un site très dangereux qui est à quelques mètres du rond-point de GTA et qui est à 500 mètres du palais de la présidence. C'est quand même pas normal dans un pays où on a un ministère de la Santé, on a un ministère des Travaux publics, et que ces populations vivent dans l'eau depuis plusieurs mois et que tout le monde voit, puisque c'est au bord de la route, et que personne ne dit absolument rien. Et donc, l'activiste Fovi Katakou est allé sur le site, a pris des photos, a fait aussi des simulations, et ces photos sont publiées sur les réseaux sociaux, et comme toujours, cela fait le buzz. Et donc, nous avons trouvé utile de relayer cette action citoyenne et d'interpellation des autorités pour que le calvaire de ces riverains-là soit définitivement réglé. D'accord, c'est parfait. Et puis vous parlez également du chant choral. Ce matin, ça ne vous arrive pas très souvent, mais vous parlez de l'ambitieux projet de cœur de l'unité togolaise pour le rayonnement de la musique nationale. Oui, on en parle ce matin. Vous savez, la chorale fait des merveilles pour ceux qui ont appris à chanter ou continuent de chanter. Et la ville de Lomé, selon nos informations, compte environ 1030 chorales, toutes religions confondues, et avec aussi des organismes, des maîtres de chant et ça. Et la chorale au Togo a une très longue histoire. Mais dans tout ce mélo-là, il y a une spécialement une de ces chorales, c'est des merveilles ces temps-ci, et qui mérite énormément de soutien. C'est la chorale, le cœur de l'unité togolaise, que certains ont certainement, beaucoup de gens certainement découvert sur les réseaux sociaux, qui participent depuis un certain temps à de grandes compétitions, au Togo, au Ghana et un peu partout. Et cette chorale va représenter, va se rendre à Strasbourg dans les jours qui viennent. Et un concert a été organisé il y a quelques jours dans une salle de fête pour sensibiliser l'opinion afin que les décideurs, les bonnes volontés puissent essayer d'apporter une contribution pour aider la musique togolaise, le chant choral à rayonner, parce qu'aujourd'hui, avec le chant choral, le Ghana qui a beaucoup appris du Togo, parce que
dans cette histoire qui nous a été racontée au cours de ce concert-là, les Ghanéens sont énormément inspirés de ce qui se fait au Togo, et aujourd'hui les Ghanéens sont énormément en avance, pendant que les Togolais piétinent encore parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc c'est une occasion pour nous d'en appeler aux autorités, aux bonnes volontés, d'accompagner cette chorale-là, qui porte le drapeau togolais à l'extérieur, afin qu'elle puisse trouver les moyens d'aller dans des compétitions internationales et de faire les sorties d'ici la fin de l'année. Très bien, écoutez, on lira donc l'article dans votre journal. Mais juste un mot avant de vous laisser partir, Ferdinand, sur, parce qu'on en parle, on en parle depuis quelques jours abondamment d'ailleurs, la ZLEC, la zone de libre-échange économique. Est-ce que cette zone, je veux dire, la ZLEC sortira-t-elle les masses populaires africaines de la misère, selon vous, Ferdinand? Oui, depuis la signature de cet espace-là à Niamey, la signature définitive, il y a des réflexions dans tous les sens. Les experts, chacun va de son commentaire. Et dans ce matin, nous publions deux réflexions. Une réflexion, une libre tribune de M. Komla Koki, qui fait de Montra, qui se trouve en Suisse, et puis une autre tribune citée au quotidien du professeur politique de Mme Marie Kouachi. Et la question qui revient, est-ce que cette zone de libre-échange va régler les problèmes des Africains? On le sait que si à une étape micro, on n'a pas pu régler les problèmes de déplacement comme dans la CEDEAO. Aujourd'hui, il faut aller au Ghana, c'est une tracasserie inimaginable. S'il faut aller en Côte d'Ivoire par la route, c'est des tracasseries impossibles. S'il faut aller au Bénin, il faut payer au niveau des frontières. Alors, sur le plan macro, on se demande comment est-ce que cette zone de libre-échange va régler le problème du commerce, des déplacements des populations. La question est là, et elle est aussi liée, quelque part aussi à la monnaie. Et vous savez très bien que sur la question de la monnaie, on est dans le brouillard total. On nous a dit il y a quelques semaines que d'ici 2020, la question du CFA va être réglée dans la zone CEDEAO. Personne n'y croit. En tout cas, aucun Africain, aucun ressortissant de la CEDEAO ne croit à cette histoire-là. C'est toujours des effets d'annonce. Hier, le président ghanéen, à côté du président François Macron, a dit que cette monnaie ne sera une première partie des critères de convergence. Et peu de pays sont capables, d'ici 2020, de respecter ces critères de convergence-là. Et donc, on est dans le brouillard total. Et à cela, maintenant, on vient ajouter cette fameuse zone de libre-échange. On se demande si ce n'est pas une manière pour les Occidentaux de mettre la main sur tout le commerce en Afrique et de déverser leurs produits, en plus des Chinois. Et voilà. Et donc, on est très sceptique. Tant que les populations ne peuvent pas se déplacer tranquillement de Lomé à Accra, de Lomé à Cotonou, de l'Abidjan, pour mener les activités, faire l'échange de leurs produits, on se pose la question de savoir est-ce que les gens, si c'est le plus facile aux gens d'aller à Casablanca, je sais pas, à Johannesburg ou au Caire, alors que c'est difficile d'aller à Accra à côté. Donc, ce matin, on a publié cette discipline-là. C'est une contribution au débat. Les intellectuels essayent d'apporter leur contribution au débat. Il faut que le débat continue et que chacun essaye d'avancer les arguments pour, les arguments contre, afin que le débat évolue au niveau du contenu. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris la libre opinion sur la zone de libre-échange économique, donc à découvrir dans votre journal L'Alternative dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci. Allez, bonne journée. À bientôt. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a l'hebdomadaire Le Canard Indépendant, le confrère qui revient sur la criminalité violente au Togo, alerte rouge, avec la photo du général Yark Damran, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, à la une donc, du journal politique. Après les municipales, la C14 s'apprête pour 2020, écrit donc notre confrère. Maïs bouilli ou grillé, bienfaits et risques à découvrir dans le journal politique encore avec Togoland. Le Ghana abandonne les charges retenues contre les séparatistes. Les détails à découvrir dans le journal. Et puis sport avec la Fédération togolaise de football. Le chronogramme de la saison 2019-2020 de football dévoilé. Vous lirez les détails
Tout le détail dans le journal Le Canard indépendant dans les kiosques donc ce matin. Alors, on va faire un petit récapitulatif pour les journaux qui sont dans les kiosques. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous en studio ce matin, vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Vous avez le billet hebdomadaire L'Alternative, l'autre billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Il y a l'hebdomadaire Togo Réveil. Vous avez le bimensuel Économie et Développement. Le Canard indépendant, l'hebdomadaire également, qui est dans les kiosques ce matin. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur les sites d'information. On pourra vous les rappeler avec plaisir. togomedia24.com, togobreakingnews.info, afepresse.info, gapola.net. Il y a aussi republicoftogo.com et bien d'autres sites d'information. Merci de nous écouter sur la radio Taxi FM Lomé. À l'heure, il sonne 7h45 dans tous nos studios ici. 93.1 Taxi FM. Génial Radio. Génial Radio. Taxi FM. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports, c'est avec Hugues Vignon-Atikpo. Bonjour Hugues. Bonjour, c'est Delegato. Alors, on va commencer par le tournoi de détection des joueurs pour l'équipe nationale des moins de 20 ans qui s'est achevé cette semaine. Oui, depuis le 24 juin dernier, cette tournée nationale de détection pour le renforcement de l'équipe nationale des moins de 20 ans a sillonné les villes comme Dapaon, Sokodé et Kara, Kpalimé, Atakpamé, et l'apothéose a été donc le mercredi dernier par une séance d'entraînement au stade municipal de Lomé. Alors au cours donc de ces 2 semaines, le staff technique conduit par Yves Ekwevi a essayé quand même de répertorier, de renforcer l'équipe nationale à travers des jeunes joueurs sélectionnés dans ces différentes villes du pays, notamment Dapaon, Kara, Sokodé, Atakpamé et Kpalimé. Le coach Ivy Ekwevi parle donc d'une satisfaction à l'issue de cette tournée nationale de détection. Nous allons l'écouter. Nous avons commencé notre tournée le 24 du mois passé à Dapaon, où nous avons eu au moins 17. Parmi les 17, nous avons trouvé quelques-uns. Et ensuite, nous avons progressé vers Kara, où nous attendait un monde fou. Et là aussi, nous avons trouvé pour notre compte. Et par après, nous sommes allés vers Sokodé. C'est là où je dirais que le gros contingent était. Et parmi ce gros contingent, nous avons trouvé aussi pour notre part beaucoup. Mais après, nous nous sommes dirigés vers Atapamé, où nous avons aussi travaillé. Ensuite, vers Palimé, revenir à Tchévier pour terminer aujourd'hui à Lomé. Bon, je dirais que le bilan, pour moi, est satisfaisant parce que nous avons trouvé ce que nous cherchons, nous recherchons. Et aujourd'hui, je crois que mon staff et moi sommes satisfaits pour la tournée que nous avons faite. Ivy Ekwevi, il est le sélectionneur du Togo dans la catégorie des moins de 20 ans. Alors, comme perspective, le staff technique envisage un nouveau regroupement avec 30 joueurs, cette fois-ci, qui aura lieu dans les jours qui viennent. Nous retrouvons Ivy Ekwevi. Nous avons actuellement 45 joueurs que nous avons retenus. 45 joueurs de part et d'autre, ceux de l'intérieur, ceux du nord et ceux du sud aussi. Nous avons retenu 45 et de ces 45, voilà notre plan. Dans un court moment, nous allons faire un regroupement au niveau de l'intérieur du pays à partir de Sokoré, Kara et Dapaon. Nous allons faire un regroupement là-bas pour passer au peigne fin. Ce que nous avons déjà fait. Parce que dans les 3 régions, nous avons choisi des joueurs et nous allons voir si effectivement ces joueurs, en les confrontant, auront les mêmes aspects, auront la même force. Et c'est à partir de là, nous allons retenir une liste de 15 et nous reviendrons à Lomé faire la même chose. Et nous allons retenir aussi 15 et c'est avec ce noyau de 15 que nous allons commencer le regroupement proprement dit. Ivy Ekwevi, le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans. À noter que les éliminatoires de la CAN U20 démarrent en janvier 2020, tandis que la phase finale aura lieu en 2021. Ce sera bien sûr en Mauritanie. Très bien. Et on reste toujours au Togo avec le foot et la Fédération togolaise de football
qui a fait un don de matériel au club engagé en Coupe continentale cette saison. Oui, permettre donc aux deux clubs togolais engagés en Coupe africaine cette saison, notamment l'ASK et Maranatha, de bien entamer les préparatifs. Tel reste le leitmotiv de la Fédération togolaise de football. L'instance fêtière du football national a procédé donc à la remise donc de quelques matériels constitués donc de ballons à ces deux clubs. Le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Pierre Lamadokou, a été accompagné de Dobou Pafio, qui est le directeur des compétitions, et de Flimgo Djamigou. Il est membre du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. À noter que les préparatifs de ces clubs ont déjà débuté. Le club champion du Togo, l'ASK, est depuis mardi à Lomé pour les séances d'entraînement au stade municipal de Lomé. Parlons maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'édition 2019 et la fin du rêve malgache. Oui, les Barrières disent adieu à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 après un parcours qu'on peut qualifier d'héroïque. Pour une première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Madagascar s'incline 3-0 face à une équipe tunisienne supérieure et plus expérimenté. Moribond au début du tournoi, les Aigles de Carthage à 7 donc au dernier carré de la compétition. Et il faudra battre le Sénégal en demi-finale pour un ticket en finale. À la fin de ce match entre Madagascar et la Tunisie, nos confrères de Radio France Internationale ont tendu le micro à Pascal Razak, joueur malgache. Il est quand même satisfait du parcours de son équipe lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je remercie tous les peuples malgaches qui comptaient sur nous. Le soutien, il était énorme. Et maintenant, la passe se tourne. Mais on est fiers. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on est très fiers de montrer au monde entier et qu'on est unis, qu'on est tous unis ensemble. Et on est fiers d'être malgaches. Je retiens, c'est l'amour pour le pays. Parce qu'on a tout donné pour notre pays. On a ramené très haut. Donc il n'y a que ça. C'est la fierté, c'est l'amour pour Madagascar. Pascal Razak, joueur malgache, qui est fier d'avoir donné du sourire au peuple malgache lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et nous allons écouter à présent Wabi Kazri, l'attaquant donc de la Tunisie, auteur également d'un but lors de cette rencontre des quarts de finale. Wabi Kazri, que nous écoutons. On est content ce soir, on va bien savourer et se reposer parce qu'en demi-finale on a un gros morceau. On va pas dire qu'on a fait esprit de ne pas être performant dans les phases de poule et monter en puissance, mais on est content de ce qui se passe et ce qui se produit. Dans ces compétitions-là, le plus important c'est d'aller au bout, peu importe la manière. On a des exemples avec le Portugal à l'Euro. À choisir, si on peut aller au bout en n'étant pas bon, moi je prends. Aujourd'hui on a mis la manière, on a été très sérieux, on a respecté cette équipe de Madagascar. Il faut la saluer aussi parce qu'elle a fait une super Coupe d'Afrique. Elle a fini première de son groupe, elle a beaucoup plus montré que nous en phase de poule. Mais ce soir on a montré qu'on était au-dessus, on a fait un match d'une grande équipe et on va pas non plus tirer des points sur la comète après ce match, mais voilà, on sait que le Sénégal c'est un gros morceau, une belle équipe, un bon collectif, des joueurs talentueux, donc un autre match et j'espère qu'on l'abordera du mieux possible. Wabi Kazri, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne et de la Tunisie, ce sera véritablement un gros défi pour la Tunisie lors des demi-finales face au Sénégal. Et on reviendra tout à l'heure sur justement la belle performance de l'équipe algérienne, l'autre qualifiée pour le demi-finale après la pause publicitaire. Il est 8h, presque 5 minutes sur la radio. Taxi FM, nous parlions sport et de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. C'est fini pour le Madagascar et l'Algérie aussi qui élimine la Côte d'Ivoire. Hugues, la Côte d'Ivoire au bout du suspense. Véritablement au bout du suspense, les Fennecs se sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Le scénario peut s'avérer très dur pour les nerfs des éléphants de Côte d'Ivoire au stade de Suez après une partie très serrée, un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Eh bien, les deux équipes se sont départagées à l'issue de la séance fatidique des tirs au but et à ce jeu, c'est l'Algérie qui s'en sort gagnante
4 tirs au but contre 3 devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a notamment raté 2 tirs au but par le biais de Sérédier. Oh là là. Il va encore pleurer. Les Fennecs ont longtemps buté sur une solide équipe ivoirienne qui a livré son meilleur match de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Écoutons Ibrahim Kamara, le coach des éléphants de Côte d'Ivoire. Malheureusement, on n'a pas eu les arguments nécessaires pour passer ce cap. Maintenant, on va aller travailler et puis on reviendra pour les prochaines fois. Le match de l'Algérie a été un bon match pour nous. On va s'appuyer là-dessus pour bâtir une équipe. Si je prends l'exemple du Sénégal, en 2017, ils s'étaient arrêtés en quart de finale. Aujourd'hui, ils sont à demi. Ils ont pris 2 ans pour construire. Il n'y a pas eu le feu à la maison. Donc, il faut laisser le temps aux jeunes de s'aguerrir. Je pense qu'on a une belle équipe, on a une belle génération. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ibrahim Kamara, le coach des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'une page se tourne également pour la Côte d'Ivoire. Certains joueurs vont devoir quitter la sélection, à l'image de Sérédier qui a déclaré après le match raccrocher la fin de sa carrière international. Il peut en être autrement, de toute façon, on va dire. Le Nigeria et le Sénégal ont décroché eux aussi leur billet pour les demi-finales, on va dire. Oui, les Super du Nigeria ont décroché leur ticket donc pour ces demi-finales grâce à leur victoire 2 buts à 1 devant l'Afrique du Sud en toute fin de match. Le match s'est déroulé au stade international du Caire. Comme on l'a dit, le Nigeria affrontera l'Algérie en demi-finale. Gernot Rohr, le coach franco-allemand de la sélection du Nigeria, que je propose d'écouter. On a oublié de marquer le 2e but et on est toujours après à la merci d'un coup de pied arrêté ou d'un ballon dévié ou d'une décision du VAR. Vous attendez 5 minutes, vous ne savez pas il y a but ou pas but et puis finalement il y a but. L'égalisation sud-africaine était une surprise. Ils ne se sont pas créés une occasion. Ce but est tombé comme un éclair dans un ciel bleu. Mais ce qui compte, c'est d'avoir su réagir. Je suis très content pour mon défenseur Trostekong parce que c'est un garçon qui travaille beaucoup et qui mérite aussi parfois d'avoir la lumière. Là, on va en demi-finale, on a envie d'aller plus loin. J'ai une équipe au Nigeria avec beaucoup de qualité, beaucoup de jeunes joueurs, qui est dynamique, qui essaie de bien jouer au ballon, qui a une belle solidarité et qui donne un bel exemple du football. Gernot Rohr, il est le sélectionneur du Nigeria. Très bien. Maintenant, on peut avoir une idée complète des demi-finales. Ah oui, avant de parler du programme de demi-finale, on va parler du Sénégal. Le Sénégal qui a éliminé le Bénin dans un quart de finale. Les 2 équipes ont eu des occasions franches. Les Lions de la Teranga éliminent les Écureuils 1-0. Une équipe du Bénin qui peut avoir quelques regrets tant elle a fait jeu égal avec le Sénégal sur les 90 minutes. Notons qu'à la 108e minute, les Lions de la Teranga ont ouvert le score sur une belle action plein axe. Gana Gueye décale Mané, ce dernier pousse un peu loin son ballon, mais le cul revient dans les pieds du milieu de terrain d'Everton et qui trompe Saturné Alagbé d'une frappe croisée et parfaite. 5 minutes après l'ouverture du score, comme en première période, le joueur de Liverpool marque de nouveau, mais il a signalé hors-jeu par la VAR. C'est sur ce précieux succès que le Sénégal met fin à l'aventure de la CAN du Bénin. Le Bénin qui n'aura pas rougi quand même de cette élimination, puisque les Béninois sont quand même arrivés pour une première fois à ce stade des quarts de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et ils jouaient très bien avec leur talent. Le président béninois, Patrice Talon, a d'ailleurs félicité cette équipe béninoise. Et le programme maintenant ? Le programme des demi-finales, dimanche 14 juillet à 16h. Sénégal, Tunisie, ce sera une très belle affiche au stade du 30 juin. Et puis, un peu plus tard, à 19h, Algérie, Nigeria, duel indécis également, c'est le stade de la compétition au stade international du Caire. Ce sera 2 belles affiches de demi-finale à suivre, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, l'Afrique de l'Ouest contre l'Afrique du Nord. Ce serait parfait pour une affiche de demi-finale. Si Dieu peut entendre nos prières. Vous comprenez ce que c'est ? Que l'Afrique de l'Ouest soit en finale. Vous misez sur une qualification de 2 équipes de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, le Sénégal et le Nigeria. On a envie de revoir ça, cette demi-finale. Vous vous rappelez ? Un peu de chauvinisme. Bon, oui, ça
Ça n'a jamais tué de toute façon. Mais écoutez, merci beaucoup Hugues Vignon-Atico. Il est 8h10 sur la radio Taxi FM Lomé. Nous allons clôturer dans moins de 5 minutes maintenant. Mais avant, nous avons avec nous celui qui annonce les couleurs des vacances sur la radio Taxi FM Lomé. Vous savez qu'en cette période, il y a des chamboulements à l'antenne. Fort heureusement qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais lui sera là pour mettre un petit peu du chaud à l'antenne le matin. Oui. James, bonjour. Bonjour monsieur Eric Gator. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous sommes très heureux de vous avoir en studio ce matin pour nous annoncer les couleurs des vacances. Les vacances qui s'annoncent avec le Clash 5.0. Oui, le Clash 5.0. Donc après le 4.0, on passe maintenant en mode 5.0. Et on a fait un travail énorme pour préparer rapidement le Clash 5.0 parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Parce que cette année, on aura à faire, comme on le fait en fait aussi dans le football, le Super Clash. Les deux gagnants des catégories rap et puis dance de l'année dernière vont se rencontrer pour un premier fight. Ça sera le mardi. Donc ça sera entre iRock et puis Centrinos. Donc ça va démarrer. Ça va permettre quand même de démarrer la nouvelle saison du 5.0. Alors cette année, on ne va plus faire de catégorie rap et de catégorie dance. Mais on va se concentrer beaucoup plus sur la jeunesse, c'est-à-dire les nouveaux venus, dans une catégorie pour les artistes nouveaux, je peux dire les révélations de l'année 2018-2019, et de l'autre côté, les confirmés. Et là, pour mettre un peu une petite différence, parce que la plupart du temps, il y a les nouveaux artistes qui disent non, tu privilégies les autres, et parfois quand on vient, on n'a pas assez de monde pour nous soutenir. Bon, donc c'est aussi une opportunité pour eux de s'affronter entre eux, de s'exprimer, et aussi j'ai essayé de voir un peu ce qui se passe. C'est vrai que bon, tout ce qu'il y a comme trophée actuellement, Heroes, All Music Award, tous ces événements donnent aussi une place à ces nouveaux artistes. Donc j'ai décidé aussi de rentrer quand même dans cette direction. Oui. Alors, et cela, vous l'annoncez déjà à partir de dimanche? Oui, je l'ai annoncé dimanche. En fait, non, le dimanche. Dimanche prochain. Oui, c'est dimanche prochain. Il y a une émission zéro, comme vous aimez bien le dire. Bien donc sûr. L'émission zéro pour donner plus d'informations sur le clash qui va démarrer. Et puis bon, donner déjà le nom de certains artistes qui seront dans la catégorie révélation et aussi le publier officiellement. On peut avoir quelques exclusivités sur ces artistes? Forcément. Donc il y a Centrinos. Non, je dis Centrinos. Il y a Ayes. Bon, en fait, il a fait un son avec Centrinos. D'accord. Il y a Chad, un nouveau venu aussi. Ils sont déjà au nombre de 15 ans. Il y a Zion aussi qui est là. Et il y a aussi Aïcha Bello. C'est une fille. Bon, il y a beaucoup de meufs aussi qui ont quand même intégré la danse. Donc, pour qu'il y ait quand même une très belle diversité. Mais je veux dire quelque chose, c'est que avant, on se focalisait beaucoup plus sur le nom de l'artiste. Pour dire, tu votes pour qui? Mais maintenant, on dit, tu votes pour quel son au cours de l'émission. Pour permettre quand même aux auditeurs, de s'approprier un petit peu les sons. Oui, de connaître un peu les titres. Faut pas seulement connaître le nom de l'artiste, mais il faut valoriser aussi la musique en donnant aussi le titre. Quand on écoute le son, on dit c'est de qui? Ah, mais bon, peut-être que la personne n'a pas le nom, mais il peut dire le titre de tel. Donc nous avons remarqué quand même aussi que bon, nos jeunes, les mélomanes, ne gardent pas trop les titres. Ah, ça c'est pas bien. C'est vrai, parce que quand vous faites des émissions, il y a des gens qui vous envoient les messages, je veux écouter un son de, ou bien le son de... Ils donnent le nom de l'artiste, mais ils n'arrivent pas à donner le titre. Ça aussi, c'est un petit problème que j'ai remarqué. J'ai dit non, cette année, on va beaucoup plus se focaliser sur le titre des sons. Alors, donc, dimanche dans la matinée, 10h? Dimanche à partir de 11h. À partir de 11h, justement, sur la radio, 11h à midi. À 13h, de 11h à 13h. Non, à 13h, de 11h à 13h. D'accord, très bien. En fait, je suis habitué à midi, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, maintenant, vous allez prendre d'autres habitudes. Donc, de 11h à 13h. Enfin, juste avant, quand même, le journal, de toute façon. Et puis, lundi, ça démarre le matin. Oui, lundi, ça démarre le matin. Lundi, on fera les tirages au sort. Bon, si tu as le temps, tu vas... À partir de... Bon, à partir de 7h, non? 6h, un petit peu plus avant. 6h. 6h, il y aura la première partie. Et bon, vous revenez. D'accord. Et c'est après vous que bon, on va faire le tirage au sort. Oui, si, dans la partie. Moi, je serai au plein cœur de Clash. Oui, donc tu vas faire le tirage aussi avec nous. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Il y aura iRock, il y aura Centrinos aussi qui seront là. Donc, on va faire le tirage ensemble. Parce qu'avant, c'est Hugues, Alain aussi qui m'aidait pour les tirages au sort.
Très bien. Là, vous me sollicitez en direct. Il n'y a pas de problème. J'accepte volontiers. Merci beaucoup, James. Donc, on va rappeler le rendez-vous déjà dimanche. Vous ouvrez vos portes pour des informations sur cette émission qui annonce généralement les vacances sur la radio Taxi FM Lomé, Clash 5.0 dimanche 11h, 13h sur la radio, et puis la rentrée des classes chez vous, c'est lundi matin. Oui. Très bien. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Eric. Donc, on est prêt. Je remercie aussi toute l'équipe de la radio Taxi FM parce que je n'arrive pas à prendre la décision, ces décisions toute seule. Il y a une équipe, il y a Mike, il y a Alain, il y a Diane. Je dis, je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc, c'est toute une équipe qui travaille derrière moi. Donc, je profite de l'occasion aussi pour faire un coucou au manager qui aussi fait confiance à cette émission. Donc, nous saluons toute la communauté BEC qui nous écoute ce matin. Merci beaucoup, James. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique de Taxi Media Show. C'est le dernier numéro de cette semaine. Vous restez avec nous puisque tout à l'heure, après nous, c'est Diana Bodo qui prendra le volant pour la suite et la fin de la matinale. Avec sa voix, des fois couper le souffle, un peu plus de vivacité aussi dedans. Ça va très vite aussi. C'est toujours intéressant de l'écouter par moment sur la radio Taxi FM Lomé. Écoutez, à 9h, la salle de rédaction vous retrouvera. Ce sera avec Abdoul Kondo pour le bulletin d'information. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver un peu plus tard. Demain, dans Agora. N'est-ce pas, Jack Prosper? Très bien, merci à vous. Appelez-moi Saint-Éric-Gator. Passez un excellent week-end. Au revoir et surtout, restez en Christ, je vous dis. Recevez le kérosène en featuring à Serge Abeno. Équilibre et ma double prod. La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien planté, c'est toi qui veux récolter. Jouman Saïd le 45, commandant connaît la Sina. Toujours en train de parler mal des autres.